Bonsoir camarades. Je tiens d'abord à apporter le salut du LPA à cette rencontre organisée par la Project. Dans un contexte où en Europe et en Grèce, chacun se rend compte de l'importance de la situation, vu le niveau des attaques menées dont vous subissez tous les jours des coups de plus en plus forts, il est important que les anticapitalistes, les révolutionnaires, mais tous les militants, disons, opposés à l'austérité, puissent arriver à vous apporter votre solidarité et, à petite échelle, je pense que notre participation et la participation d'autres militants européens à cette réunion fait partie de ce travail-là. Je tiens aussi à apporter le salut de mon camarade François Savado, qui, comme l'a rappelé Sotiris, n'a pas pu se rendre et venir. Je m'assois. N'a pas pu, disons, donc venir ici ce soir. Donc, je suis certain que jusqu'à Athènes est arrivé l'écho de l'élection qui s'est déroulée il y a peu de temps en France et dont les médias en France et en Europe ont surtout retenu un élément, le grand succès électoral du parti de l'extrême droite du Front National. C'est vrai qu'il y a eu une progression du Front National dans ces élections. C'est vrai qu'il a réussi, dans une élection où il n'en avait plus l'habitude depuis 10 ans, à atteindre un score équivalent à ce qu'il est capable de faire dans l'élection présidentielle. Il a présenté, y compris, plus de listes que d'habitude. Mais le premier point pour nous qui nous a semblé important dans cette élection, et qui lui a été moins souligné par les médias, par les grands experts politiques, ça a été la progression une fois de plus de l'abstention, qui a atteint près de 40% dans ce type d'élection, ce qui est historique en France pour des élections municipales, plus quelque chose également qui a été peu constaté par les médias, c'était la diminution du nombre d'inscriptions sur liste électorale, d'électeurs potentiels qui déménagent, qui arrivent en âge de voter, et qui, vis-à-vis du spectacle que donne la vie politique française, sont de moins en moins tentés de s'inscrire et de participer au vote. C'est ainsi qu'on se rend compte que maintenant, les élections, comme les élections municipales, c'est en gros un électeur potentiel sur deux qui participe réellement à cette élection. Et ça, c'est le reflet d'un aspect qu'on ne peut pas d'ailleurs, dont on ne peut pas se féliciter, mais qui est un des aspects importants de la situation politique française. Néanmoins, il faut le noter, c'est vrai, le Front National a progressé, il a réussi à obtenir plus de 12 ou 14% dans les villes où il se présentait, dans les villes de plus de 100 000 habitants. Il a réussi à faire élire un maire au premier tour, et il a réussi finalement à gommer l'échec qu'il avait connu lors des précédents scrutins municipaux et de retourner à un niveau qui était son niveau le plus élevé qu'il avait obtenu en 1995. Donc c'est une menace, c'est une réalité. En même temps, pour nous, c'est un des éléments de la situation politique française qui doit être combattu avec force et dont les idées doivent être combattues pied à pied dans les entreprises, les quartiers. Mais c'est un des éléments. Et lorsqu'évidemment, le Parti socialiste français, la gauche ou même la droite voudrait, au nom du danger du Front National, rassembler une grande union derrière la République, ce serait faire oublier quand même que si malheureusement un grand nombre de voix d'électeurs s'égarent en votant pour un parti d'extrême droite, c'est aussi le résultat d'une politique lamentable menée aujourd'hui par un gouvernement de gauche, menée hier par un gouvernement de droite, et sur laquelle malheureusement, pour l'instant, l'alternative anticapitaliste et l'alternative de gauche n'a pas été capable d'apparaître à la hauteur nécessaire. Donc je l'ai dit, pour nous, la première leçon de cette élection, c'est réaffirmer, a été réaffirmée, la coupure politique entre une grande partie de la population et l'offre, puisqu'on parle comme ça maintenant, l'offre politique qui lui est faite et les représentants et ceux et celles, ceux surtout d'ailleurs plutôt, qui voudraient parler au nom des salariés ou au nom des travailleurs. Donc c'est le premier problème,
Et pour l'instant, c'est vrai que dans ce contexte-là, même si c'est encore une fois, si cela a été amplifié par les médias, c'est l'extrême droite officielle qui en tire de fait des bénéfices. Alors quel est ce contexte et quelle est justement après la réalité sociale et politique que l'on connaît en France? La France vue de Grèce peut apparaître et est réellement un des deux piliers de la Troïka, enfin de deux piliers, donc d'un des piliers de la Troïka, un des piliers centraux de l'Union européenne, et c'est l'État et le gouvernement qui, avec l'État allemand, dictent au peuple de l'Union européenne l'ensemble des impératifs du patronat, du capitalisme européen. Donc la France joue à l'échelle européenne un rôle central dans l'application autoritaire, décisive, des mesures d'austérité qui sont imposées chaque jour au peuple et aux travailleurs. Ça, c'est le premier aspect. Et ce que l'on doit noter, c'est que dans ce rôle, le gouvernement du Parti socialiste a été tout à fait capable d'endosser sans aucun problème, et en 24 heures, les habits qui avaient été laissés encore chauds la veille par Nicolas Sarkozy, en suivant la même politique et la même orientation à quelques nuances près. À l'échelle européenne, il mène la même politique. Il mène la politique de la Troïka, il mène la politique de l'austérité, il mène la politique de la lutte, de l'action quotidienne contre les droits sociaux. Ça, c'est un premier élément. L'autre élément qu'il faut comprendre après quand on regarde la situation interne à la France, c'est que la France, disons, est le maillon faible de ses maillons forts. Elle n'est pas au même niveau, disons, du point de vue, y compris du poids de la dette, du point de vue, disons, des politiques menées par les banques contre elles, au même niveau que le Portugal, que la Grèce ou l'Italie, mais elle en est très très près. Et donc d'un côté, elle est un des piliers de l'Europe, en même temps, elle est aussi un peu l'homme faible de cette Europe, au centre de laquelle est la France. Ça, c'est un point qu'il faut bien comprendre en même temps et qui est paradoxal. Et par exemple, la France a un taux de croissance faible, même par rapport à la zone euro. On promet 1,3 point de croissance pour l'année qui vient. Il y a une progression constante, malgré les déclarations gouvernementales, du chômage. Et on va arriver à la fin de l'année 2014 à 11% chômeurs, malgré toutes les déclarations et le maquillage des chiffres, c'est la réalité concrète. La moitié de ces chômeurs ne bénéficient plus d'indemnisation du chômage. Ça, c'est aussi notre réalité dans un pays qui pourtant était en Europe avec quelques autres, un de ceux où les droits sociaux avaient encore été préservés. Et en même temps, il y a une chute de l'emploi, une chute de l'emploi industriel, une désertification d'une série de régions qui continue à s'opérer et qui s'est même accélérée dans la deuxième phase de la crise ouverte par 2008. Ça, c'est un des éléments qu'il faut bien avoir en tête. Et l'autre élément, évidemment, qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce gouvernement, encore une fois, comme je le disais, a été, dès son arrivée, un fervent valet, un fervent exécuteur des décisions, des choix et des orientations du MEDEF, c'est-à-dire l'organisation du grand patronat au niveau français. Et clairement, ce que le considère le MEDEF en France, c'est qu'évidemment, le partage, disons, le partage des richesses en France est encore trop fort, le coût du travail est encore trop fort du côté des travailleurs, et qu'il faut encore accentuer les efforts pour baisser la part des travailleurs dans la valeur ajoutée. Ça, c'est un point fondamental qui est au cœur de toute la politique menée en Europe, mais qui donc est aussi au cœur de la politique menée par le patronat et par le gouvernement en France. Et cela d'autant plus, je n'ai pas le temps de m'y étendre, qu'à la différence peut-être de certains autres pays, dans la période 2008-2011, il y avait encore une série de filets de protection sociaux qui ont fait que, malgré la baisse de l'utilisation d'outils de production, il y a eu, bon, c'est cruel de le dire pour nous parce qu'on combat toujours le chômage, mais à la limite, le chômage n'a pas assez augmenté selon le patronat français. Ils ont dû garder trop de travailleurs en situation d'emploi.
ils ont dû payer trop de journées de chômage technique. Et y compris par une série de mécanismes, à la différence de pays comme l'Italie par exemple, ils ont dû encore maintenir et même voir une faible progression des salaires des salariés. Ça, c'est intolérable pour le patronat français. C'est l'héritage en même temps d'une période passée. Et ça fait partie, en gros, des objectifs que s'était fixé Sarkozy sous son mandat, mais encore une fois, des objectifs que se fixe maintenant le gouvernement Hollande. Donc, comprendre que même si les attaques sociales n'ont pas encore eu les mêmes conséquences catastrophiques qu'elles ont pu avoir dans d'autres pays, la France est en ligne de mire de toutes les mêmes régressions sociales que l'on a subies ailleurs. Et notamment, la conséquence de ça, bien sûr, ça a été l'exigence, dès l'arrivée du gouvernement Hollande aux manettes, l'exigence du MEDEF, d'accroître l'exonération des cotisations sociales, ce que le patronat appelle les charges sociales, d'alléger la charge fiscale pour les entreprises, et aussi, bien sûr, d'alléger les mécanismes contraignants sur le marché du travail. Parce qu'en France, le marché du travail est encore, même si ça peut apparaître étonnant, un marché dans lequel on a plus de 70% des emplois qui sont des emplois, ce qu'on appelle à durée indéterminée. Les CDI, les contrats à durée indéterminée, même si maintenant l'essentiel des nouvelles embauches se font par des contrats à durée déterminée, c'est-à-dire des contrats précaires dans leur durée. Donc ça montre, en gros, par rapport au curseur, par rapport aux objectifs que se fixe le patronat et la finance française, qu'il y a encore pour eux, disons, cela montre qu'il y a encore pour eux de nombreux points d'attaque qui sont en ligne de mire contre les salariés, contre les travailleurs français. Donc il y a plusieurs niveaux dans ces attaques. Le premier, c'est évidemment l'application de l'ensemble des critères imposés par l'Union européenne, du point de vue des déficits budgétaires, même s'ils ont été assouplis pendant 1 ou 2 ans. Donc ça, c'est un premier point. Et donc la continuation des attaques contre les services publics, de la fin des privatisations, même si pour l'instant en France, on est arrivé un peu à l'échelle, à la fin de ce processus, et surtout, évidemment, la remise en cause perpétuelle des systèmes de protection sociale. Mais il y a aussi, et ça c'est, disons, sûrement un des mérites, de manière ironique, du gouvernement de gauche, il y a aussi les nouvelles aides, les nouveaux allègements dont bénéficie le patronat et dont il bénéficie avec le gouvernement de gauche. Il y a ce qu'on a appelé, qui vient d'arriver, donc le pacte de responsabilité, qui est une nouveauté avec l'année 2014. Et le pacte de responsabilité est quelque chose qui est assez formidable finalement. C'est soi-disant un engagement réciproque entre le gouvernement et le patronat, mais avec un paradoxe, mais ça c'est vraiment un paradoxe, c'est qu'en fait il y a des mesures concrètes prises par le gouvernement, et en face, il n'y a aucun engagement qui soit demandé au patronat. En gros, c'est de dire au patron, on va vous alléger de 30 milliards d'euros les cotisations sociales, ceux qui vont à la branche famille, donc ça c'est un fait concret, il y a l'allègement des cotisations sociales, et en face de ça, il y a une demande polie qui est faite au patronat, qu'ils essayent quand même d'arrêter un petit peu, de diminuer leur licenciement, et même parfois peut-être, qui c'est grossier, d'embaucher des salariés. Donc ça, c'est donc un engagement unilatéral et concret de 30 milliards d'euros d'allègement de cotisations sociales. Qui par ailleurs, quand on regarde le graphique, disons, du coût, ce qu'eux appellent le coût du travail européen, on voit que ça ne fera guère varier par rapport, disons, aux divers pays de l'Europe et de l'Union européenne, la place de la France du point de vue de sa place. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ces 30 milliards viennent s'ajouter, en gros, à 58 milliards d'exonérations dont bénéficie déjà le patronat du point de vue de ce qu'il devrait, même d'après les lois,
fournir du point de vue fiscal ou du point de vue cotisation sociale. Et il y a eu également la mise en œuvre aussi par la gauche d'un crédit d'impôt, ce qui est quelque chose qui est assez bien aussi. C'est un crédit d'impôt compétitivité emploi qui permet là aussi, pour des salaires, et pour une bonne partie des salaires jusqu'à un certain niveau de salaire en France, d'obtenir là aussi des exonérations de la même manière, et ce qui se chiffre quand même, là aussi, à plus de 10 millions, plus de 10 milliards, pardon, d'allégements. Donc ça, c'est simplement pour faire comprendre qu'on a eu un gouvernement de gauche qui est arrivé, et qui est arrivé il y a 2 ans, par le rejet massif des politiques d'austérité, par le désaveu et la haine qu'avait provoqué le gouvernement Sarkozy. Et en fait, depuis maintenant, donc 2 ans, on subit un gouvernement de gauche qui non seulement n'est pas revenu sur les attaques qu'on avait subies pendant les années antérieures, mais qui finalement a continué de manière tout à fait docile et appliqué les mêmes échéances et les mêmes exigences que celles qui étaient fixées par le patronat. Et de manière complémentaire, mais ça va finalement, c'est la logique conséquente, il y a eu, en collaboration avec plusieurs confédérations syndicales, la signature d'un accord interprofessionnel, un accord national interprofessionnel, qui a permis, de manière incomplète encore, on est encore loin de ce que voudrait faire le patronat, mais permis d'alléger des mécanismes qui existent encore en France dans le code du travail et qui donnent des droits aux syndicats, aux comités d'entreprise pour contester, ralentir la mise en place de plans de licenciement. Et de la même manière aussi, des allègements sur les contraintes qui existent encore un minimum sur le droit de licenciement. Donc, ça, c'est à peu près le paysage que l'on connaît en France depuis 1 an et demi, où non seulement, évidemment, il n'y a pas la croissance espérée par le gouvernement, qui pourrait permettre peut-être, disons, d'alléger un petit peu les contraintes, mais il y a surtout la mise en place systématique de tout l'agenda libéral qui était déjà dicté sur le gouvernement de droite. Et là-dessus, c'est un des éléments forcément dans le contexte qui permet de comprendre aussi que tous ceux et celles qui avaient voté contre Sarkozy pour un changement de politique ne peuvent, au bout de 2 ans, que se rendre compte que finalement, que l'on mette les uns ou que l'on mette les autres, c'est la même politique qui s'applique. Et ce n'est pas uniquement sur le terrain, évidemment, social, au niveau, disons, du droit du travail, au niveau économique, que la politique continue. On a au ministère de l'Intérieur un homme qui s'appelle Manuel Valls, qui a toujours été un grand admirateur de Sarkozy, et qui se... Et donc, qui était un grand admirateur de Sarkozy, et qui maintenant se vante au ministère de l'Intérieur d'avoir une politique aussi lamentable, aussi réactionnaire, aussi, disons, discriminatoire vis-à-vis des immigrés que celle qui était menée par son prédécesseur. Et c'est comme ça qu'il se félicite d'avoir augmenté le nombre d'expulsions à un chiffre record jamais atteint depuis 2006. Et il se vante aussi de démanteler les camps de Roms, de reconduire les Roms à la frontière et d'avoir une politique, disons, ségrégationniste, réactionnaire et raciste. Ça, c'est la réalité. Et le corollaire de ça aussi, puisqu'autrement le tableau ne serait pas complet, c'est que dans les patins de Sarkozy, ce gouvernement aussi, bien sûr, a continué à faire jouer à la France un rôle réactionnaire au niveau international avec les interventions impérialistes en République centrafricaine et au Mali, dans la prolongation de celles qui avaient été dans le mandat précédent. Donc avec toujours, bien sûr, satisfaire les intérêts des grands trusts internationaux qui, en Afrique de l'Ouest, en France, ont encore, disons, un certain poids. Donc ça, c'est la réalité. Et l'autre point, malheureusement, quand on prend ce contexte-là, c'est que la réalité des mobilisations a été paradoxale depuis 2 ans. Ceux qui ont le plus occupé la rue n'ont pas été les salariés qui étaient attaqués par ce gouvernement. Enfin, ça a été le cas aussi, heureusement, mais c'est pas ça qui était le plus visible. Ce qui a été le plus visible, c'était les manifestations de la droite,
et notamment sur une question qui, dans notre pays, aurait finalement laissé froid, c'était le cas en Grande-Bretagne par exemple, où le gouvernement ayant décidé de reconnaître le droit au mariage pour les homosexuels, qu'est-ce qui s'est passé évidemment? C'est que la droite s'en est emparée pour, disons, en faire une grande mobilisation commune. Des journées successives de grandes mobilisations au nom de Manif pour tous, mais le but étant d'essayer de cacher la misère et la crise de la droite pour, autour de cette question-là, arriver à se reconstituer et reconstituer tout ce qu'il y a de réactionnaire, d'archaïque dans la société française. C'est ce qu'ils ont fait à plusieurs reprises. Alors, c'est la guerre donnait même profiter à la droite, qui est maintenant dans une crise profonde, mais par contre, ça a été le terreau qui a permis malheureusement qu'émerge en France quelque chose qui était très marginal. C'est une extrême droite identitaire, y compris à droite du Front National, qui a proliféré au sein de ces manifestations et qui ensuite, bien sûr, s'en est pris aux militants du mouvement ouvrier, aux militants antiracistes, aux militants antifascistes, et qui a même conduit à l'assassinat d'un militant antifasciste, donc il y a un an, dans ce contexte-là. Donc ça, c'est le paradoxe que l'on connaît à l'heure actuelle. Et la droite, donc, même si elle est débile, on peut le dire en France, disons, elle est traversée par des affaires, et Sarkozy lui-même est poursuivi sur au moins 6 dossiers pour un financement occulte de ses campagnes électorales, mais d'autres sont également poursuivis par ça. Ça contribue au climat délétère de la société française, et pour l'instant, ce contexte-là est un contexte qui domine, c'est la régression idéologique, la régression politique, et la régression malheureusement aussi des valeurs collectives, et disons de ce qui peut apparaître pour nous comme étant porteur d'une alternative au niveau social et politique. Néanmoins, je vais accélérer parce que j'ai beaucoup trop long là. Il y a des luttes, heureusement, en France. Il y a eu des luttes systématiques des salariés contre les fermetures d'entreprises. Il y a eu une lutte difficile qui malheureusement a avorté, qui n'a pas abouti. C'est la conséquence dont je parlais auparavant sur la question des retraites. Et puis il y a eu un mouvement, à la limite le plus important qui est marqué en dehors de ceux de la droite, qui est un mouvement populaire, mais un mouvement très hétérogène en Bretagne, ce qu'on appelle les bonnets rouges, qui étaient, disons, y compris interclassistes, mais qui malgré tout était l'expression aussi de ras-le-bol, de l'exaspération devant les fermetures d'entreprises, devant les remises en cause des services publics, devant les remises en cause des droits sociaux. Donc par rapport à ça, on est quand même toujours en France, ça peut paraître paradoxal, dans un pays où il y a un rejet massif des solutions capitalistes, où il y a une compréhension très large que l'Union européenne, évidemment, est la cause de beaucoup de nos problèmes, mais qu'à travers elle, c'est le patronat au niveau national et international qui tient les manettes et qui nous attaque de manière générale, et où les affaires sont le reflet aussi du poids de ce patronat et de ce capitalisme. Et c'est pour ça qu'évidemment, ce que soutient l'UNPA, c'est la nécessité d'arriver à construire, non pas, à partir de cette colère, non pas évidemment qu'elle dérive vers, disons, des solutions d'extrême droite, mais à construire une opposition de gauche et qui permette évidemment d'arriver à avancer des solutions anticapitalistes de blocage de l'austérité. Et pour ça, de constituer un front politique et social qui soit capable de porter ça. Jusqu'à maintenant, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment réussi à aboutir dans cette solution-là. Et on se rend compte que même le terrain électoral, même s'il y a eu des listes unitaires qui ont eu lieu pour ces municipales, n'a pas été propice pour arriver à tirer, unifier et faire avancer ce front et cette opposition. La seule échéance concrète qui est devant nous pour l'instant et qui va répondre partiellement à ce besoin, c'est le 12 avril, où à la suite, disons, à la fois d'appels politiques et d'appels de militants associatifs, il va y avoir en France une journée de manifestation clairement menée, organisée par des courants syndicalistes, par des courants associatifs, par des courants politiques de gauche, donc le NPA, mais aussi le Parti de gauche, le Parti communiste, donc les composants du Front de gauche aussi, avec un mot d'ordre clair qui est l'arrêt des politiques d'austérité, l'arrêt des politiques réactionnaires menées sur tous les fronts par le gouvernement Hollande, et la nécessité d'arriver à faire un front de résistance et un front d'action. Donc, ayant pris beaucoup de temps, on est en France en situation qui n'est pas bonne, donc je ne vais pas chercher à la peindre, disons, en rouge à l'heure actuelle, mais qui en même temps est fondamentalement instable, parce qu'il y a un désaveu massif des partis qui ont porté les politiques d'austérité,
il y a un rejet, y compris institutionnel, qui est de plus en plus fort. Il y a un rejet aussi des lois et des recettes capitalistes, mais en même temps, pour l'instant, sur ce terreau-là, il n'y a pas encore construction, à partir de cette colère et à partir de ce désaveu, d'une offensive et d'une contre-offensive politique qui pourtant est nécessaire. Et donc tout notre but à nous, bien sûr, comme militants, c'est d'arriver, en comprenant les contradictions, à transformer ce rejet et cette colère en offensive sociale et en offensive politique. Merci.